Bonjour les aventurières, c'est Laure, la fondatrice des aventurières. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler d'un livre extrêmement précieux, extrêmement utile pour les entrepreneurs, pour les créatives. Et c'est rigolo parce que ce livre, la première fois que je l'ai lu, c'était il y a assez longtemps. Et je l'ai trouvé extrêmement désagréable. Ça correspond vraiment à l'évolution de ce que j'ai fait aussi dans mon entreprise. C'est-à-dire que quand j'ai créé les aventurières, j'étais vraiment sur un travail ou on va dire une ambiance autour du plaisir, de trouver le plaisir dans sa vie, de trouver le plaisir dans ce qu'on fait. Et petit à petit, en évoluant, j'ai découvert que ma vision du plaisir, c'était aussi une fuite de l'intensité, une fuite de la tristesse. Et donc, en travaillant avec ça, ma vision de ce que c'est d'être entrepreneur et de ce que j'ai envie de faire de ma vie, elle a pris à la fois beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus d'intensité, mais du coup un peu plus de profondeur aussi. Et du coup, en relisant ce livre que j'avais, mais il est très court, il est facile à lire. Salut Doris, salut Justine. Il est vraiment rapide à lire, il fait à peu près 150 pages, il est introuvable en français. J'ai cherché pas mal pour voir même s'il y avait des bons plans d'occasion avant de préparer la vidéo et j'en ai pas trouvé. Donc je ne l'ai trouvé qu'en anglais. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'en anglais, il est disponible et il est même assez facilement trouvable en PDF, ce qui est très mal, mais il est vraiment pas cher en Kindle, en plein de formats. Bref, si vous lisez pas l'anglais, en tout cas, je vais faire un espèce de condensé de ce bouquin qui est vraiment, vraiment excellent. Donc la base du travail de Steven Pressfield, c'est un auteur, un écrivain qui a écrit des scénarios de films et aussi des bouquins de fiction. Et The War of Art, donc la guerre de l'art et non pas l'art de la guerre, c'est son premier bouquin de non-fiction. Bouquin de non-fiction dans lequel il parle donc, comme le titre l'indique, de la guerre de l'art, c'est-à-dire la lutte que les artistes, les entrepreneurs, les gens qui veulent créer quelque chose à partir d'eux-mêmes, de leur talent, rencontrent inévitablement. La première fois que j'ai lu ce bouquin, pourquoi j'ai détesté? Parce qu'il est divisé en 3 parties. La première partie concerne la résistance, donc ce contre quoi on lutte quand on veut créer une vie qui nous ressemble et qui est créative. La deuxième partie concerne, tac, je regarde mes notes, le fait de devenir professionnel, c'est-à-dire comment on fait pour sortir de cette lutte. Et la dernière partie concerne ce qu'il appelle, lui, les royaumes plus élevés, c'est-à-dire comment est-ce que avec ce bouquin, comment est-ce que en accomplissant ce que j'ai à accomplir, je touche des choses un peu différentes, un peu exceptionnelles. Première partie donc sur la résistance. Moi, j'avais bloqué à fond, bonjour Véronique, sur cette partie-là parce que il explique en détail la résistance qu'on va rencontrer quand on se lance dans quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est implacable, c'est-à-dire qu'il dit la résistance, elle est impersonnelle, elle est universelle. Tout le monde l'a. Si tu l'as pas, c'est que tu es en train de faire un truc où en fait tu t'en fous ou que tu te racontes des histoires. Si tu rencontres la résistance, plus tu vas avancer dans ton projet, plus elle va devenir forte. Donc, elle est encore plus forte à la fin qu'au début. Elle est donc impersonnelle, c'est-à-dire qu'elle n'en a pas après toi en particulier. C'est juste une force extrêmement puissante qui veut se mettre entre toi et ce que tu as envie de créer. Et je me disais, rien que le titre et puis tout ce vocabulaire guerrier, ça me faisait franchement chier. J'avais pas envie que ma vie créative et que ma vie entrepreneur soit une lutte en permanence. Donc, j'avais rejeté ce livre, j'avais vraiment pas apprécié sa lecture. Il se trouve que je l'ai relu là aujourd'hui, je l'ai bouffé en une journée, j'ai pris plein de notes et je le trouve assez exceptionnel en fait parce que, comme je vous disais, ma vision des choses a beaucoup changé. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce bouquin? D'abord, effectivement, la résistance. Et là, elle est omniprésente. Lui, il appelle ça donc la résistance, c'est une émanation de l'ego. Il en parle comme ça dans son bouquin. Qu'est-ce que c'est que l'ego? C'est la force de survie très liée à la matière, c'est-à-dire comment je fais pour que ne pas souffrir psychologiquement et ne pas souffrir physiquement. Comment je fais pour pas souffrir? Je prends pas de risque en fait. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu hier et qui m'a permis de survivre, c'est ce que je vais mettre en place copier-coller aujourd'hui. Donc, c'est un fonctionnement très inconscient qui est très basé sur une façon un enchaînement de choix inconscients et qui va driver ma vie parce que comme ça, j'ai pas besoin de prendre de risques et donc je vais toujours dans la même direction et au moins je suis en vie. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, je suis en vie, mais je vis une vie qui est un espèce d'amas de choix inconscients, qui est donc pas une vie agréable, qui est une vie dans laquelle je vais avoir besoin de beaucoup de distractions, de beaucoup de choses pour oublier qu'en fait, c'est pas du tout la vie que j'ai envie de mener.
Donc déjà, c'était très intéressant pour moi de retomber là-dessus dans ce bouquin, qui est vraiment un des gros travaux que je fais en coaching, en tant que coach et en tant que cliente de coaching. Donc très intéressant. Évidemment, il y a cette force qui va être la force de l'ego, donc qui bosse pour le maintien. De l'autre côté, la force de la création, qui veut elle créer, qui veut évoluer, qui est une force de vie, et qui en plus, elle veut pas créer n'importe quoi, elle veut créer en partant de qui t'es au fond de toi, donc en utilisant en quoi tu es particulièrement doué, ce qui t'amène particulièrement de plaisir. Donc, première chose hyper intéressante, l'ego et son émanation, la résistance. Donc, la résistance, elle va, d'après Steven Pressfield, toujours dans ce bouquin, se nourrir de la peur. Elle se nourrit de la peur qu'on a d'elle. Et effectivement, c'est ce qui la rend très forte, c'est que du coup, on tombe dans un cycle où on a peur, du coup, ça nourrit la résistance, et puis la résistance, elle fait encore sortir de la peur, et puis on se maintient dans un cycle où on trouve de l'immobilisme, on trouve énormément de raisons d'immobilisme. Et elle est vaincue par quoi? Elle est vaincue par une décision. Donc à nouveau, ça c'est très très proche du travail qu'on peut faire en coaching sur le feu sacré. Elle est vaincue par une décision. Je décide quoi? Pas quelque chose de vague. Je décide de devenir professionnelle. C'est ça la décision dans son bouquin, donc dans l'enchaînement, qui permet de vaincre la résistance. Alors, première chose sur la résistance, il a beaucoup de clarté là-dessus. Clairement, pendant sa vingtaine, pendant sa vingtaine, il a beaucoup dealé avec la résistance, donc il la connaît bien. Et donc, il donne tout un tas de principes. Je vais vous en citer quelques-uns parce que je les ai trouvés vraiment fins. Mécanisme de résistance, ça va être, par exemple, croire qu'il y a un certain état à atteindre, qu'il faut que je guérisse d'un certain nombre de choses pour pouvoir y aller. Je peux pas être pro avant parce qu'en fait, j'ai trop des gros dossiers, j'ai trop des trucs à régler, donc je vais me concentrer sur ma guérison, donc sur le fait de devenir un humain plus propre, plus pur, une version de moi plus avancée, pour avoir le droit de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est fin comme mécanisme parce que, effectivement, il y a des choses, il y a des mécanismes inconscients qui vont aller dans le sens de la résistance et qui peuvent se péter soit par le passage à l'action, soit effectivement en allant les regarder avec des personnes qui peuvent vous aider à débloquer ces choses-là. Mais là où il pointe le doigt dessus, c'est que la décision d'y aller, elle ne dépend pas d'un certain état d'avancement spirituel ou humain ou je sais pas quoi, ou psychologique. La décision d'y aller, c'est la décision d'y aller. Elle est instantanée. Elle demande beaucoup d'engagement et de sacrifice, mais c'est une décision, donc on la pose et c'est fait. Donc le fait d'attendre, de se dire non mais attends parce qu'en fait moi j'ai trop de problèmes avec mes parents, puis aussi maintenant que j'y pense j'ai des soucis avec l'argent. Je te parle même pas de ma relation avec les hommes ou avec les femmes, voilà, selon notre sexualité, notre orientation et notre genre. Je te parle même pas de la relation, des relations amicales, elles sont pourries, mes relations amoureuses c'est encore pire. Attends, mais alors là j'ai vraiment beaucoup trop de choses à faire pour m'atteler à vivre ma vie. En fait, il faut d'abord que je règle tous les trucs que je me traîne pour pouvoir vivre ma vie. Gros mécanisme d'ego. Ensuite, les fantasmes grandioses. Donc, à l'inverse, pour lui, être pro, ça veut pas dire se dire c'est bon, maintenant je fais plus que ça et je vais devenir l'écrivaine qui va recevoir le prix Nobel de littérature dans quelques années, mais c'est parti. Donc ça, c'est aussi une façon de ne pas regarder la réalité en face et donc de se mettre dans une illusion qui va empêcher d'avancer, empêcher de mettre en place les actions pour aller vers son objectif et qui va empêcher de mettre en place surtout l'entraînement, le côté vraiment mécanique du succès et du travail. Troisième mécanisme, c'est de se créer des maladies ou des problèmes. Donc en plus, comme il parle beaucoup du monde artistique, c'est vraiment un endroit dans lequel le mythe de l'artiste maudit, comme quoi c'est la souffrance qui va en fait nourrir son art, etc., il permet ce genre de choses et donc de se maintenir dans un état, de se créer des problèmes même physiquement dans la vie, qui vont empêcher de faire le travail. Donc, je sais pas, je veux monter un spectacle de danse et en fait, je vais, je sais pas, me fouler une cheville, je vais pas prendre soin de mon alimentation et donc du coup, je vais avoir extrêmement mal au ventre et je vais être immobilisée pendant quelques temps. Je vais oublier de payer un truc qui va me foutre dans la merde et je vais devoir passer du temps à régler tout ça. Donc tout ça, ça va être des mécanismes et des façons dont la résistance, donc lui appelle la résistance, un mécanisme d'ego en fait, pour nous maintenir dans un état de survie et pour surtout pas qu'on aille prendre la décision de créer.
Autre mécanisme, donc pareil, l'addiction. Donc l'addiction, c'est intéressant. Je sais plus exactement comment lui l'explique. Je pense que c'est un peu la même chose. Je vais me créer une addiction qui du coup va créer une forte contrainte dans ma vie qui m'empêche de faire mon travail. Il y a aussi le fait que l'addiction, quelque part, ça s'auto-nourrit, c'est-à-dire je fuis l'intensité de ce que je ressens, l'intensité de mon ras-le-bol de ma vie, l'intensité de ce que ça voudrait dire d'être moi, l'intensité de ma peur, et donc du coup je suis dans une addiction, et l'addiction elle me maintient dans ce niveau un peu bas, faible d'énergie, dans lequel je n'ai pas du coup l'énergie pour aller créer ce que je veux. Et puis on peut faire un combo gagnant, c'est-à-dire que je peux avoir une addiction et me dire mais de toute façon tant que je n'ai pas dépassé ça, je ne peux pas créer, donc je peux pas prendre la décision de vivre ma vie, sauf que la décision de vivre sa vie, c'est celle qui va permettre de péter le cycle. Donc c'est un truc qui peut bien auto-merder pendant un paquet de temps. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des témoignages, ça m'intéresse vachement de savoir aussi si c'est des choses que vous rencontrez, comment vous les rencontrez, est-ce que vous les débusquez pas. Autre mécanisme d'ego hyper intéressant dont il parle, la rationalisation. C'est-à-dire je rationalise, donc je me dis en fait ça va, c'est pas si ouf. C'est pas non plus tout le monde qui va devenir Shakespeare, donc il faut se détendre. C'est pas parce que depuis que j'ai 6 ans j'ai envie d'écrire des livres que c'est une bonne raison pour jeter tout par la fenêtre et faire ça. Autre phénomène, autre façon de rationaliser, c'est de se dire bah oui non mais là vraiment tout de suite maintenant je peux pas parce qu'en fait ma femme attend un enfant, ma sœur a besoin de je sais pas quoi, mon frère m'a appelé à la rescousse pour un truc, mon boss a besoin que je fasse des heures supplémentaires, ma directrice m'a demandé un truc que je peux pas dire non, je sais pas quoi. Bref, vous allez pouvoir trouver des milliards de façons de rationaliser le truc qui justifie que c'est pas le moment, c'est pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Évidemment, la procrastination hyper liée au mécanisme d'ego. Et c'est quoi le résultat de la résistance ? Forcément, c'est qu'on vit une vie en automatique. Donc, c'est une vie dans laquelle il y a peu de jouissance, un niveau d'énergie bas, donc on est fatigué, on n'a pas envie, un machin, un truc, et on ne s'aime pas, parce qu'on ne joue pas sa partition, en fait. C'est comme si, je vais faire une analogie un peu musicale, mais au fond de soi, on est un putain de chanteur de rock, et on s'est obligé à prendre la flûte traversière et à jouer dans un orchestre, donc du coup, c'est cool, on a une place, on connaît les notes, on les répète, mais putain, au fond de soi, on a envie de faire et on joue de la flûte traversière, donc on est frustré, on n'aime pas, on s'aime pas, on comprend pas pourquoi on s'aime pas, mais putain, c'est pas possible, machin. Ce qui nourrit le bordel de il faut que je m'aime plus pour pouvoir créer ma vie. Donc il faut d'abord que je travaille sur l'amour de moi. Oui, c'est comme ça que je vais faire. Comme ça, je continue encore à pas avancer. Typiquement, c'est subtil parce que ça peut marcher dans deux sens. Là, je sors du cadre du bouquin, mais la fatigue, ça peut marcher dans le sens. C'est-à-dire que je peux me mettre tellement des œillères et bosser comme un taré, etc., passer des nuits blanches, machin, bosser tout le temps, jamais avoir de pause, comme ça, j'arrive à un moment où je me prends le mur dans la gueule et je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe quand je vis ma vie ? Je me prends un mur dans la gueule. Ou à l'inverse, je m'ennuie, je jouis de mon ennui et mon ennui me fatigue tellement que je passe pas à l'action parce que j'ai pas d'énergie pour passer à l'action. Ça peut jouer dans les deux sens et au fond de soi, on sait quand on est dans l'un ou dans l'autre. Donc voilà, donc le truc, la bonne nouvelle, c'est que la résistance est aussi liée au niveau d'implication, d'amour pour un projet, c'est-à-dire plus le truc est grand et plus ça nous appelle et plus effectivement il y a de la résistance. Là aussi, je vous donne un témoignage perso. Donc moi, j'ai un amour, en termes de créativité, j'ai un amour pour les mots depuis toujours. J'adore lire, j'adore écrire. S'il y a un truc que je suis sûre que je ferais jusqu'à ma mort, c'est d'écrire. Si on me disait qu'il me reste 6 mois à vivre, j'écrirais. Si j'étais la dernière personne sur Terre, j'écrirais. Et donc, l'écriture, c'est un truc avec lequel j'ai réussi à lever un certain nombre de résistances. Par contre, il y a un autre aspect, c'est que j'adore être sur scène, faire le show. Je pressens qu'il y a ce côté-là chez moi. Je vous dis j'adore, mais en fait, je vais au-delà un peu de la réalité. Je pressens qu'il y a ça chez moi. Je vois qu'il y a une forme d'attirance pour ça. La résistance est tellement forte que c'est un territoire sur lequel j'ose à peine aller, en fait. C'est un territoire, l'idée de faire de la scène, qui est tellement inconfortable. L'écriture, en fait, c'est confortable parce que c'est dans mon coin. La scène, il y a un côté où ça me confronte encore plus. Et donc, du coup, il y a quelque chose
Et il y a quelque chose comme ça derrière qui fait bam et qui est tellement la résistance tellement forte que c'est un peu genre non mais je crois pas en fait. Ça doit pas vraiment être ça mon truc. Il faut savoir que donc ça me fait rire parce qu'on cherche toujours des signes. Oui, mais c'est quoi moi mon truc? Toi c'est facile, t'as déjà ton truc. Mais alors moi c'est quoi mon truc? Je sais pas, etc. Le le truc de monter sur scène et de faire des shows. Depuis mon enfance, je pense, personne m'a jamais dit, toi, tu devrais être écrivain, t'écris super bien. On m'a déjà dit que j'écrivais bien, mais voilà. Par contre, le truc qu'on m'a dit, répété d'extrêmement nombreuses fois, que ce soit des gens que je connais pas, des gens que je connais bien, des fois un premier apéro, des gens qui me rencontrent et qui me disent, t'as déjà pensé à aller sur scène, à faire de l'impro, à faire du one-man show, à faire du théâtre? Je peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai entendu ça. Mais peu importe la force du message et la fréquence avec laquelle il arrive, quand il y a de la résistance, il y a de la résistance. Donc moi, quand j'entendais ça, je me disais oui, super, bah, voilà, très bien, on sort de blagues, on est comédien, génial. Donc j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup d'énergie à nier ce truc-là et à pas vouloir aller l'explorer. Alors Doris, tu dis, je me sens un peu visée par le premier mécanisme, je suis malade et ça s'améliore pas. Mais je suis un peu en mode retour de bâton parce que je me suis un peu trop engagée à vivre ma vie de kiff. Ça peut quand même pas encore être aussi simple. Bah, pour donner un exemple concret, pareil, de résistance, donc moi, quand j'ai accepté d'ouvrir la porte à ce truc-là de ah, mais en fait, il y a un vrai côté artistique, il y a un vrai côté showgirl chez moi que je refuse de voir, que je mets même beaucoup d'énergie à éteindre. J'ai eu un énorme élan d'amour. C'était un truc vraiment, c'est arrivé plusieurs fois dans les derniers mois là, de moments de reconnexion avec ça qui étaient juste énormes. Bon bah direct après, la semaine d'après ou quelques jours après, grosse fatigue, grosse perte d'énergie, ou alors un truc hyper important, hyper urgent qui apparaît de nulle part et qu'il faut faire. Résultat, c'est une habitude que je commence tout juste à mettre en place. Parce que j'ai compris qu'en fait, il va rien se passer tant que moi je fais pas le taf. Qu'il va pas y avoir il va pas y avoir d'autres signes, il va pas y avoir de porte qui va s'ouvrir lumineuse et qui va me dire c'est sûr, c'est là qu'il faut y aller. Non, c'est vraiment moi qui vais prendre la décision et qui met en place des choses. Il va rien se passer à part ça. Donc ça, c'est le truc très intéressant chez Steven Pressfield. Donc c'est la solution de deuxième partie. Qu'est-ce qu'on fait pour défoncer la résistance? On décide de devenir professionnel. Donc il refait un petit point sur l'ego et le self. Donc pour lui, il y a ego d'un côté, self de l'autre. L'ego, c'est celui qui est branché sur le maintien du statu quo, la préservation. Le self, c'est celui qui est branché sur la création et l'évolution. Le self, c'est une force d'amour pour soi et pour les autres. Une subtilité qu'il amène dans la compréhension de l'ego que j'adore, c'est que pour lui, l'ego, il est tellement fixé sur la survie et le monde matériel là que il reconnaît pas en fait l'existence de choses autres que le monde matériel, donc le spirituel, l'énergétique, tout ça, l'ego s'en fout. Et deuxième chose intéressante, il est dans une dynamique où si je fais du mal à l'autre, ça me fait pas du mal à moi. Donc il n'y a pas cette circulation et quelque chose de beaucoup plus. Il touche pas à de l'infini ou à j'ai envie de dire du vide, mais dans le sens univers, quoi. Il touche pas à ces dimensions-là. L'ego, il s'en fout, en fait. Il veut juste répéter ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Point barre. Le soi, donc lui appelle ça le soi, c'est vraiment une force d'amour pour soi et pour les autres. C'est-à-dire que je reconnais mes talents et ma puissance sans violence. C'est pas pour aller écraser les autres, c'est parce que je jouis de qui je suis, donc du coup, j'ouvre des possibilités. Je vis ma vie, je prends des décisions. Ça demande beaucoup d'efforts et de sacrifices, mais du coup, derrière, les récompenses sont que j'ai une vie beaucoup plus qui me ressemble, qui part de moi et dans laquelle il y a une énergie constante et qui se nourrit d'elle-même. Donc vraiment une façon de parler très proche du feu sacré. Très intéressant sur ça. Donc amateur, pro, comment on les distingue? Très intéressant, ça aussi. L'amateur, il est amoureux. Là, c'est moi qui reformule, mais l'amateur, il est amoureux de l'idée de son art. L'amateur, c'est votre voisin, vos potes qui disent moi, je vais écrire un bouquin, quoi. Ou moi, je vais, je sais pas, je vais monter une boîte de machin, ou je vais entrer en politique, je sais pas quoi. Ils ont des projets, ils en parlent, mais on va jamais les voir. Bon, bah, ça, c'est l'amateurisme. Ils sont amoureux de l'idée de l'art, de la création, de ce qu'ils pourraient faire, mais pas du tout de la réalité de ce que ça va demander. Le pro, il est amoureux de travail qui va l'emmener
faire son art. Et donc, il est amoureux, le pro, de le mouvement qui va lui permettre perpétuellement d'avancer et de créer à partir de qui il est. Donc, de continuer au travers aussi de son travail, de se découvrir et de découvrir qui il est et ce qu'il a envie de créer. Du coup, grosse différence, un pro, ses qualités entre autres, là je vous fais un best-of de ce qu'il raconte, la patience, il n'a pas besoin de mettre un énorme coup de collier pour se prouver qu'il peut y arriver, parce qu'on est un gros bourrin. Non, en fait, comme il joue pour la vie, en fait, donc il s'en fout de prouver quelque chose à quelqu'un, donc il va pas faire genre ah là là, mais j'ai passé toute la nuit sur mon scénario, mais j'en peux plus. Ça, pour lui, c'est clairement un truc d'amateur. Je le rejoins là-dessus. Et c'est aussi un mouvement de l'ego, ça, on revient sur l'histoire de l'épuisement et de je me fais croire que j'avance parce que je mets d'énormes coups de collier qui en fait ne me nourrissent pas, donc m'épuisent et puis à la fin finissent en peau de boudin, en eau de boudin, en peau de boudin, voilà. Peau de boudin, c'est pas très bon non plus. Donc patience, il aime bien l'ordre. Là, il rejoint un autre bouquin que vous connaissez sans doute, Elisabeth Gilbert, Comme par magie. Je suis en train de le relire, je ferai une vidéo là-dessus. Gilbert, Comme par magie, qu'est-ce qu'elle raconte dedans, là-dessus? Elle dit, quand j'ai très envie d'écrire un livre, je ne fais pas de choses qui me font du mal. Je suis disciplinée, je me couche tôt, je ne bois pas, je mange bien, je nourris mon corps parce que c'est en prenant soin de moi que je prends soin de mon art. Et donc, du coup, je n'ai pas besoin de vivre dans une espèce d'une décharge publique avec du bordel partout et impossibilité de réfléchir puisque, en fait... je crée l'environnement dont j'ai besoin pour accoucher de mon art. Un peu comme un sportif qui va pas se dire je vais manger comme un porc et je vais aller m'entraîner, mais une fois sur deux la clope au bec. Non, évidemment, si tu as envie de vraiment, si tu es vraiment engagé dans ce processus, mais tu vas pas te maltraiter pour y arriver. Il démystifie l'art, très intéressant. Il y a une vidéo dans ce groupe qui a été partagée par Fanny il y a quelques jours de Brel qui disait moi, je connais pas d'artiste, je sais pas ce que c'est l'art. Je crois pas dans le talent, je crois que dans le travail. Et ça rejoint exactement ça. Tout à fait une vision de pro, c'est-à-dire démystifie l'art au sens où il se dit, bah oui, mais en fait, moi, je bosse, je crée, l'inspiration, elle arrive. Est-ce que j'attends les coups d'inspiration? Ah bah oui, c'est incroyable, l'inspiration, elle arrive tous les matins à 8h quand je me mets à mon bureau, quoi. Donc, il y a vraiment un truc comme ça dans le processus. Il se trouve pas d'excuses, du coup. Il s'est demandé de l'aide, le pro s'est demandé de l'aide, il n'a pas mis sa fierté dans le fait d'arriver à tout faire tout seul, donc il est capable de demander de l'aide. Les professionnels, je trouve toujours ça incroyable, cette espèce de mythe de self-made man et woman, parce que les plus grands professionnels qu'on connaît, les sportifs qu'on admire, les artistes qu'on admire, ils ont des profs, ils ont des coachs, ils ont des gens auprès d'eux, et plus ils sont professionnels, et plus ils doivent se faire challenger et aller chercher dans leurs angles morts, parce que plus le travail devient subtil, et donc plus c'est important d'être entouré des bonnes personnes. Et je trouve ça fou, en fait, que, et c'est vrai, il le souligne au niveau amateur, souvent, il y a ce réflexe de dire, moi, je vais y arriver toute seule, moi, je vais inventer la roue, moi, j'ai pas besoin des autres pour y arriver, c'est bon. J'ai une cliente qui me racontait l'autre fois que, c'est pas une cliente, d'ailleurs, c'est une cliente d'un collègue à moi, on parlait de son coaching, elle disait qu'elle était un peu agacée parce qu'il y a une fille de son service qui fait un coaching avec un coach qui est beaucoup, beaucoup moins cher. Et elle dit, je vois bien qu'elle travaille pas du tout sur son ego, elle travaille pas sur ses angles morts, elle avance pas du tout sur ces sujets-là. Et sa collègue l'a regardé un peu de haut en lui disant, finalement, on fait un peu la même chose, sauf que moi, ça me coûte 10 fois moins cher que toi. Et c'était drôle, en fait, son truc, parce que évidemment, il y a des gens qui vont réagir comme ça. Moi, les sommes que je dépense en coaching, en formation, tout ça, mes potes, qui sont plus d'ailleurs maintenant mes potes, ça aussi, il en parle, c'est une réalité, ils étaient juste blancs quand je leur disais les montants. Ils disaient, mais c'est pas possible de dépenser autant, c'est pas normal, je jette l'argent par les fenêtres et tout. Bon, chacun voit midi à sa porte, mais clairement, les pros sont ceux qui s'entourent le plus et qui savent aller demander de l'aide. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas... Beyoncé, elle n'a pas besoin de se dire non mais excuse-moi parce que moi je fais mes vocalises toute seule, j'ai pas besoin d'un prof de chant, je suis Beyoncé donc dégage. Non, elle s'en fout, au contraire, je suis Beyoncé donc j'ai une putain d'exigence sur mon art et il faut que je trouve les profs et les gens qui vont être à la hauteur de mon exigence pour continuer à progresser, à me réinventer. Donc voilà, concentrés sur leur technique évidemment et ils se réinventent. Ça aussi je trouve ça hyper intéressant. Comme le pro il est amoureux de son travail et pas de l'idée de son art, il est complètement capable de se réinventer.
il va pas forcément être accroché à une expression particulière, à un moment particulier de son art. Il va pouvoir évoluer et donc du coup avancer avec ça. Doris dit les coups de collier, c'est anti-effet cumulé, ça épuise. Carrément. Moi, je sais que c'est un de mes sabotages, que quand je vois quelque chose qui déconne, j'ai tout de suite envie de faire un gros coup dans la fourmilière, d'y aller à fond, de tout révolutionner. Et si on regarde étymologiquement, qu'est-ce que c'est une révolution? C'est un tour sur soi-même. On a fait une révolution, on a fait un tour, on est revenu au point de départ. C'est exactement ce qui se passe avec les coups de collier et la fausse urgence de tout changer et réinventer. Dernier truc que je voulais vous partager sur ce bouquin, coucou Lucille et Elina, absolument magnifique, c'est un truc que j'avais pas lu ailleurs et que je trouve vraiment fascinant. Il parle en fait de la différence dans le royaume animal d'organisation entre le territoire et la hiérarchie. Et il dit, les animaux peuvent s'organiser en hiérarchie, il y a le chef de clan et puis le sous-chef de clan et puis les gens de la meute, et il y a l'organisation territoriale, c'est-à-dire tu viens sur mon territoire, je te défonce. Et il dit, en tant qu'humain, par principe, de base, on s'organise plutôt de façon hiérarchique. Au lycée, à l'école, on style américain, donc dans les lycées américains, ça a l'air vraiment très très important la hiérarchie, mais finalement, on retrouve ça un peu partout dans les entreprises, d'organisation assez pyramidale, voire des grandes lignes. Et du coup, on est sur une organisation hiérarchique. Qu'est-ce que c'est une organisation hiérarchique? Elle est tournée vers la compétition. Elle est tournée forcément vers le fait de grimper dans la hiérarchie. Donc, soit je ferme ma gueule, j'accepte d'être en bas et je fais semblant que ça me va alors qu'en fait, ça me va pas. Soit j'essaie de monter, mais pour monter, il faut déboîter les autres. Et bref, on est sur cette logique-là. Une organisation territoriale, c'est complètement différent. Il dit le territoire des humains et le territoire des artistes, des créatifs, d'ailleurs, franchement, des humains, c'est un territoire psychologique. Le territoire de Stevie Wonder, c'est le piano. Le territoire d'Arnold Schwarzenegger, c'est les exemples qu'il utilise, c'est la salle de gym. Qu'est-ce que c'est la différence? En fait, quand on est sur un territoire, on est sur quelque chose d'auto-nourrissant. La pratique dans mon territoire me nourrit, me donne de l'énergie, parce qu'elle correspond à un vrai désir, en fait. Et du coup, elle me permet de continuer à amener les efforts et du coup de casser la résistance qui aurait pu se mettre en travers. J'ai pas besoin des autres pour revendiquer mon territoire. Je m'en fous s'il y a plein de gens qui adorent le piano. Je suis Stevie Wonder, mon territoire c'est le piano. J'ai pas besoin d'être le seul du monde à faire du piano. Je m'en fiche. Si je suis dans une hiérarchie, il n'y a qu'une place au sommet. Donc si je revendique le piano et que je veux être le meilleur joueur de piano du monde, il va falloir que j'aille péter la gueule à celui qui est le meilleur joueur de piano du monde à mes yeux, ce qui en plus est complètement évidemment posé sur le papier, débile et caricatural. Qu'est-ce qui permet de revendiquer un territoire? Le travail. C'est le travail qui permet de revendiquer un territoire. Donc il dit, voilà, il y a deux types de genres de création, de façon de créer. C'est un continuum, évidemment. Comment je sais de quel côté je suis? C'est simple, il dit, est-ce que tu te sens en compétition avec les autres? Est-ce que ton bonheur dépend de tes réussites? Tu réussis un truc, t'es trop content, tu échoues, t'es dégoûté, ça remet plein de choses en question. Et est-ce que tes actions sont tournées vers l'extérieur? C'est-à-dire, j'écris un livre parce que je pense que ce thème, c'est vraiment un truc du moment et du coup, je vais me faufiler là-dessus. Ou est-ce que tu le fais parce que tu kiffes de ouf? Et là, je pense à un entrepreneur dont je parle souvent, Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, le mec a créé je sais pas combien de boîtes. Il a une boîte qui vaut si je ne m'abuse, centaines de millions d'euros. Et le week-end, il fait quoi? Il fait des brocantes pour montrer aux gens comment gagner $200 de plus parce que c'est juste son énorme kiff et sa passion dans la vie d'aller d'aider, de gagner de l'argent, le commerce, comment créer de la valeur, comment échanger des choses. Il adore ça, c'est son truc, c'est son territoire et donc du coup il le fait n'importe quand en fait. Il en a rien à foutre qu'il a des millions. Si le week-end il peut faire du profit, montrer aux gens comment on fait du profit en allant faire une brocante, il le fait. Typiquement l'exemple d'un territoire. Donc si y a un esprit de compétition, amour, désamour de l'échec, si on est amoureux de l'idée plus que du travail, on est sur une histoire de hiérarchie. Il pose deux questions que je trouve surtout une excellente pour savoir où est-ce qu'on se situe. La première, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu as un mauvais jour? Tu as un mauvais jour, tu es de mauvaise humeur, tu te réveilles, tu as un peu la gueule de trave, voilà, t'es pas très bien. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu vas appeler tous tes potes ça marche avec les potes, ça marche avec la bouffe, ça marche avec l'alcool, ça marche avec tout, pour chercher en fait une source d'amour extérieure, donc chercher à se faire rassurer, aller voir des gens pour leur demander quand même ce qu'ils en pensent et tout ça. Là, on est vraiment sur du hiérarchique, on cherche à exister pour l'extérieur,
ou est-ce que tu vas faire ton travail? Il dit, Schwarzenegger, quand il a un mauvais jour, il fait quoi? Il va à la gym, comme tous les jours de sa vie. Et l'énergie qui est retirée de travailler dans son territoire, en fait, elle te nourrit et donc elle te permet de continuer à avancer. Donc voilà, super intéressant. La deuxième chose qu'il demande, je suis un peu plus mitigée, c'est si tu étais la dernière personne sur Terre, que donc l'approbation des autres, t'en aurais vraiment rien à foutre, puisque ça ne peut pas exister. Qu'est-ce que tu continuerais à faire? Qu'est-ce que tu ferais encore? Et si ton activité, tu le ferais encore, du coup, forcément, tu es plus dans le côté territoire que dans le côté hiérarchie. Bref, cette distinction territoire-hiérarchie, je la trouve extrêmement riche et elle est intéressante en termes de façon de réfléchir à ce qu'on fait. Ce que je retire de ce livre, en 3 points. Le premier point, c'est que effectivement, l'ego, la résistance peut prendre des formes extrêmement nombreuses et variées, et que c'est juste un état de fait que on va aller rencontrer cette force de survie, cette force. J'ai quand même pas envie d'être aussi caricaturale que lui. C'est une force d'amour, mais d'amour de survie, orientée vers la survie. Et donc forcément, si je veux se passer vers une force de jouissance, de création, je vais rencontrer la résistance, et elle va avoir besoin que je sois extrêmement ferme dans ma décision pour que ça passe. Deuxième chose, le fait de devenir pro, c'est vraiment le fait de tomber amoureuse du travail et non pas de l'idée de l'art. Et ça implique tout un tas de changements de comportement, et c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde à n'importe quel moment. C'est pas un trait de caractère d'être pro ou d'être amateur, c'est vraiment une vision de ce qu'on fait. Et la troisième chose que je retiens, c'est cette histoire de territoire et d'hierarchie. En fait, c'est qu'est-ce que tu fais un mauvais jour, un jour où t'as pas la patate ou je sais pas quoi. Est-ce que finalement tu trouves la nourriture dans ton travail, dans ton art, donc peu importe ce qu'on appelle le travail ou l'art, ou est-ce que tu cherches une validation par l'extérieur, et donc un truc qui va renforcer la résistance, qui va caresser ton ego dans le sens du poil, mais qui t'emmène simplement pas vers de la jouissance. C'est ok, c'est un choix, mais juste voilà, c'est un choix qui a des conséquences. Autant les savoir. Le bouquin s'appelle The War of Art, donc la guerre de l'art. Il a été écrit par Steven Pressfield. Je ne sais absolument plus en quelle année, donc je vais m'arrêter là. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies en ligne. Il existe qu'en anglais. Il a été traduit en français, mais il est plus disponible. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions en attendant. Je vous dis en passant qu'il reste 2 places pour Jane Austen. Il y a eu beaucoup de demandes, et avec tous les entretiens, il y a eu, je crois, 17 demandes. Mais du coup, à la fin de tous les entretiens, il reste aujourd'hui 3 personnes. Et moi, je voudrais avoir au moins 4 personnes, voire 5 pour le faire. Donc, il reste... j'ai un entretien bientôt, c'est pour ça que je dis 2 places. Il reste 2 ou 3 places, mais en tout cas, il reste de la place pour faire ce mastermind qui commence à la fin du mois et qui finit à la fin de l'année, qui dure 6 mois. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes curieux. Je vous dis le tarif pour éviter, parce qu'il y a eu des malentendus là-dessus. C'est 4 000 € qui peuvent être payés sur les 6 mois pour rejoindre le mastermind. Voilà, rien de plus simple. Il suffit de m'envoyer un message. Est-ce que vous avez des questions sur Steven Pressfield et la guerre de l'art? J'ai extrêmement de mal à dire le titre dans le bon sens. Sinon, je vous laisse. J'ai prévu de faire d'autres. J'ai eu pas mal de lectures hyper intéressantes, et donc j'ai envie de vous partager. Très concrètement, après la lecture de ce livre, une des choses les plus intéressantes et les plus importantes, je pense, c'est déjà de laisser le truc se poser, parce que c'est des idées qui sont vraiment impactantes, mais qui peuvent donner envie de passer tout de suite à l'action, alors que voilà, ça mérite d'être posé. Et voilà, de juste observer dans ma vie entre amateur et pro, où est-ce que je suis en fait. Est-ce que je suis plutôt amoureuse de l'idée de ce que je fais, ou est-ce que je suis plutôt amoureuse de ce que je fais? Et est-ce que du coup je fais preuve de patience? Est-ce que je cherche de la validation extérieure, ou est-ce que mon activité me nourrit en tant que telle? Et il y a vraiment une histoire, certes, de trouver des choses dans lesquelles on a vraiment de l'énergie, qui nous donne de l'énergie, mais aussi un état d'esprit qui va permettre de continuer à nourrir ça. Donc voilà, une belle lecture, très drôle retournement entre il y a 4 ans quand je l'ai lu pour la première fois, que je l'ai détesté, et maintenant que je me dis c'est une putain de bible ce bouquin, je l'ai vraiment sauvegardé dans mes ressources. Voilà, je vois pas de nouvelles questions, donc il me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon début de semaine. Amusez-vous bien demain si vous faites
la Pentecôte en jour férié. Et puis, à bientôt sur le groupe ou ailleurs.